Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présents aujourd'hui sur cet atelier. On va discuter hydrogène renouvelable dans l'industrie. Donc en ce qui me concerne, je suis Florian Vinault, chef de projet hydrogène chez VDN, qui est un bureau d'études spécialisé dans le développement de projets d'énergie renouvelable. Et donc on va discuter ensemble aujourd'hui du projet H2Marne, dont la finalité, c'est d'utiliser de l'hydrogène renouvelable dans l'industrie agroalimentaire. Donc ça sort un peu du cadre qu'on a l'habitude de voir de projets hydrogène peut-être axés cimenterie, métallurgie ou substitution d'hydrogène carboné. Ici, on parle en substitution de gaz naturel sur une unité donc en région marnaise. Vous l'aurez compris, ça fait un peu écho à ce qui était dit juste avant dans la précédente présentation. On parlait justement de combustion de gaz naturel. Ici, c'est un peu le même schéma et donc on va pouvoir en discuter ensemble. Alors, je vous propose de parcourir ces points-là ensemble au cours de cet atelier. Donc, rapidement, d'abord, pouvoir présenter la société VDN. Quelle est notre expertise, notre valeur ajoutée sur la filière hydrogène. Dans un second temps, rappeler les enjeux de l'industrie et notamment de cette filière agroalimentaire et plus particulièrement en région Grand Est. On pourra parler évidemment plus en détail du projet H2Marne et puis en dernier point des perspectives, des ambitions d'évolution de ce projet sur les 20 prochaines années, donc qui sera la durée d'exploitation de ce projet-là. En quelques mots, VDN. VDN pour Vent du Nord. Aujourd'hui, VDN, c'est 3 filières renouvelables, éolien, donc depuis la création de l'entreprise dans les années 2010, solaire photovoltaïque au sol, donc plus récent dans les années 2020, et puis la filière hydrogène qu'on a commencé à travailler dans les années 2018, avant tous les dispositifs de soutien qui existent aujourd'hui et l'impulsion qu'on connaît aujourd'hui autour de l'hydrogène. On pourra détailler ce point-là juste après, mais voilà, globalement, on travaille sur l'intégralité du territoire français depuis 3 antennes, donc notre siège social qui est sur Paris, une antenne à Nantes et à Montpellier. On est aujourd'hui 20-25 personnes à travailler dans l'équipe de VDN et sur l'intégralité du cycle de vie des projets, donc depuis l'identification des projets, puis la phase d'étude, de développement et enfin la période d'exploitation sur la durée du projet. Sur la partie hydrogène, donc, vous l'avez compris, on est développeur de projets d'énergie renouvelable. Donc, on a une électricité renouvelable à disposition pour pouvoir envisager des usages, une brique complémentaire hydrogène en fait en aval de ces actifs-là. Donc, on se positionne en tant que producteur d'hydrogène renouvelable à différentes fins. Les premiers sujets qu'on a pu travailler, c'était surtout axé mobilité. Vous avez peut-être entendu parler du projet de Tupini qui couple éolien et mobilité dans un milieu rural et des usages plutôt typés industriels. Donc, ce sont ceux qu'on va pouvoir discuter ensemble aujourd'hui. L'idée, c'est voilà, de rester dans cette démarche durable-là. C'est pas de faire du tout hydrogène, c'est vraiment d'utiliser l'hydrogène là où il est pertinent, là où l'électrification est compliquée. Et donc, c'est ce qu'on va pouvoir voir dans le cadre de ce projet H2Marne. Au-delà de ça, VDN est assez impliqué dans la filière hydrogène puisque, notamment via notre président, M. Hugald, qui a participé à la construction de l'AFIPAC, à l'époque où ça s'appelait AFIPAC, et qui maintenant est toujours au conseil d'administration de France Hydrogène, et qui a pu participer notamment à la construction des délégations régionales de France Hydrogène, donc qui permettent d'associer tous les professionnels de la filière à une échelle beaucoup plus locale et de faire le pont entre l'échelon national et l'échelon plus local. Voilà, alors maintenant qu'on a pu voir le périmètre un peu de nos activités sur l'hydrogène, ça me tenait à cœur de faire un rappel des enjeux de l'industrie. Pourquoi en fait est-ce que l'hydrogène est pertinent dans l'industrie et particulièrement pour l'agroalimentaire? Alors, très rapidement, on va regarder un petit graphe pour débuter celui-ci qui est en fait qui découpe différents secteurs de l'industrie en France et qui montre leur poids carbone à l'échelle du pays. Ce que l'on voit, c'est que le second poste avec le plus d'impact carbone en France, c'est l'industrie agroalimentaire.
juste derrière les activités de raffinage donc de produits fossiles. Donc ça veut dire que dans cette filière-là, il y a un très fort enjeu pour qu'on puisse décarboner les procédés qui sont utilisés. Et si on regarde donc la première partie de la ligne qui correspond aux émissions directes, c'est-à-dire quand on met de côté les importations, c'est en fait le premier poste le plus carboné dans l'industrie aujourd'hui en France. Donc il y a un vrai enjeu de pouvoir décarboner cette filière, et en mettant en place des projets pilotes dans certaines industries, l'enjeu c'est aussi de pouvoir répliquer ces projets-là sur l'ensemble de sites industriels en France. Si on décline ce raisonnement à l'échelle de la Marne, on voit encore une fois que l'industrie, c'est 40% des émissions polluantes dans le département. En fait, c'est plus que si on compare à une échelle nationale, où en général on est autour des 30%. Et d'autant plus dans ce secteur agroalimentaire, puisque la Marne, pour illustrer, premier producteur de champagne, donc forte filière viticole avec toutes les activités de traitement qu'il y a derrière, également forte filière sucrière avec des exploitants de betteraves, des sucreries qui sont plutôt denses dans la Marne, plutôt quand on regarde à l'échelle de la région Grand Est, et une filière céréales qui est aussi très, très active, puisque la Marne, c'est le 7e département français en termes de superficie, mais c'est le premier en termes de surface agricole. Donc évidemment, toutes ces filières-là génèrent des activités de transformation sur le territoire, génératrices de pollution, et l'hydrogène, c'est une solution pour décarboner rapidement ces industries-là. C'est aussi évidemment un enjeu pour les collectivités, pour les habitants, que de pouvoir réduire la pollution. Et donc, on pourra parler juste après peut-être des perspectives de mobilité qui sont liées à ce projet-là. Une échelle un peu plus macro qui est intéressante à considérer aussi à l'échelle de la France, et d'ailleurs au-delà également. Quand on parle d'industrie, on parle d'hydrogène, et en fait ce projet H2Marne, on y réfléchit, on y travaille avec l'industriel depuis plus de 3 ans. Le contexte était vraiment très différent il y a 3 ans. Ici, on a un graphe de la taxe carbone donc depuis 2020, qui est en fait vraiment un critère économique pour les industriels qui doivent payer une taxe carbone en fonction de leurs émissions polluantes. En 2020, on peinait à atteindre les 30 € la tonne de carbone, quand aujourd'hui, en 2022, on est autour des 90 € la tonne de CO2. On a triplé en l'espace de 2 ans, et ça change vraiment le paysage économique et la manière aussi dont les industriels considèrent l'hydrogène. Ils considèrent plus aussi facilement de pouvoir se reposer sur des énergies fossiles pour continuer à produire sereinement dans les prochaines années. Et du coup, évidemment, il y a un enjeu de pouvoir s'approvisionner, justement dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui, avec un contexte énergétique très tendu, lié notamment au conflit qu'on peut avoir aux portes de l'Europe. Et du coup, avoir une production d'hydrogène sur son site industriel, c'est un vrai avantage pour un industriel. Il va être certain d'avoir son approvisionnement en gaz, et aussi un prix qui est contrôlé, notamment parce que si on contrôle le prix de l'électricité en amont d'un électrolyseur, alors globalement on contrôle le prix de l'hydrogène en sortie sur la période d'exploitation. Donc maintenant qu'on a pu prendre conscience de l'enjeu qu'il peut y avoir autour de cette filière-là, et particulièrement dans la Marne, on va se pencher un peu plus sur le projet. Donc c'est un projet que nous avons commencé à travailler, comme je le disais, il y a 3 ans. Notre scope, notre périmètre, c'est vraiment la mise en place du projet, son dimensionnement avec un client industriel. Donc on est vraiment parti d'un client pour installer sur site un électrolyseur. On travaille de concert avec H2 Développement, qui est une société plutôt dans les ENR, mais aussi un caractère très local à l'échelle de la Marne, et puis BCO Conseil qui accompagne le projet sur sa stratégie. Et on a pu donc aussi, au-delà de ce client industriel, travailler avec les acteurs du territoire, parce que c'est ça qui nous tient à cœur, c'est de pouvoir mettre en place un circuit court de l'énergie, utiliser des actifs éoliens, solaires dans ce département-là, pour pouvoir approvisionner l'électrolyseur, en faire profiter évidemment l'industriel, mais aussi les collectivités qui sont autour. Voilà, je passe aussi rapidement sur
les députés qui sont des acteurs très locaux du territoire, mais qui ont aussi ce lien très intéressant avec un échelon plus national. Et c'est vrai qu'au début du projet, 2019, il y avait encore beaucoup de verrous réglementaires autour de l'hydrogène, et donc ces gens-là permettent aussi de porter une voix à un niveau national pour faire évoluer cette structuration de la filière hydrogène. On en vient donc au cœur du processus, ici très schématique. En fait, le but, c'est d'intégrer l'hydrogène dans le procédé de traitement de céréales qui sont utilisés en entrée de l'usine. Cette usine, elle a en fait deux productions. La première, c'est une production d'alcool qui sert dans l'industrie pharmaceutique, qui sert pour la consommation également. Et une autre produit des céréales, une autre partie des céréales qui est utilisée pour la fabrication de granulés destinés à l'alimentation animale. Pour arriver à ce traitement-là, on passe par une étape de séchage, qui en fait est en somme un gros four industriel dans lequel on brûle du gaz naturel. Et en fait, c'est là les principales émissions du procédé, c'est qu'on a une flamme de gaz naturel en continu sur l'année. Pour les volumes qui sont traités là, évidemment, c'est fortement émetteur. On parle de plus de 30 000 tonnes de CO2 par an sur ce procédé. Donc, l'enjeu, c'est pas de faire du 100% hydrogène, c'est d'intégrer une partie de gaz hydrogène dans la combustion pour apporter cette chaleur-là. Mais la flamme d'hydrogène, elle, ne dégage pas de CO2 et c'est d'autant plus vertueux si l'hydrogène effectivement est renouvelable en entrée. On peut réduire donc les émissions du site. Ça s'intègre facilement, donc ça c'est intéressant parce que l'hydrogène est une solution à court terme pour décarboner l'industrie, parce que ça ne suppose pas de renouveler complètement les installations industrielles. On peut justement injecter du gaz hydrogène dans l'installation. Et puis donc, l'idée aussi, c'est que l'industriel a déjà réfléchi à d'autres solutions de décarbonation. L'électrification ici n'est pas possible. Évidemment, il y a un apport en biométhane qui est fait pour la combustion, mais pas dans des volumes suffisants. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est de venir compléter par cette brique hydrogène jusqu'à un tiers en fait, de l'approvisionnement en gaz naturel de l'unité. Ouais, donc pour passer justement sur des chiffres un peu plus précis, le projet, c'est une installation d'un système d'électrolyse de 10 MW. 10 MW, c'est 4 tonnes jour globalement d'hydrogène qui vont être produits. Le fonctionnement, c'est l'idée produire à puissance nominale de l'électrolyseur sur la durée de l'année. En fait, sur la durée de fonctionnement du site, donc qui est de 330 jours an. Et derrière, donc évidemment, il faut alimenter cet électrolyseur-là par de l'électricité renouvelable. Plusieurs solutions pour ça. Nous, on travaille sur des actifs solaires à proximité pour pouvoir alimenter le système. Évidemment, ça ne suffit pas parce que si on veut faire tourner le système la nuit, par exemple, il faut aussi pouvoir s'approvisionner par d'autres sources. Donc, on travaille avec des actifs éoliens, des actifs solaires à l'échelle de la région pour pouvoir approvisionner le système sur la durée d'utilisation. Et en fait, on travaille à une pression qui est de 4 bars chez l'industriel. Donc c'est très intéressant, on n'a pas besoin d'un étage de compression qui soit conséquent. Et au-delà de ça, on ne prévoit pas d'avoir un stockage tampon qui soit très important non plus, parce qu'on est dans cette solution de mix gaz naturel et hydrogène qui est intéressante. Et en cas de pic de consommation, par exemple, on peut toujours se reposer sur l'apport en gaz naturel. Alors, un tiers de gaz naturel d'hydrogène dans le mix de combustion de l'industriel, c'est presque 30% des émissions de carbone qui sont évitées. Voilà, ça représente environ 10 000 tonnes sur les 34 000 tonnes dont je parlais tout à l'heure. Ça, c'est dû voilà, principalement au procédé de combustion qui n'est pas émetteur avec cette variante à l'hydrogène. Un autre enjeu et un autre intérêt en fait pour l'industriel, c'est que là on parle du projet H2Marne, il n'y a pas vraiment d'équivalent de projet industriel à l'échelle du
de l'ancienne Champagne-Ardenne, donc à l'ouest de la région Grand Est. Donc c'est aussi un élément très porteur pour l'industriel et pour le territoire, parce que ça permet de pérenniser un approvisionnement en une ressource qui est locale sur les 20 prochaines années, et ça permet aussi de pérenniser les filières agricoles en amont et la production derrière en aval de ce site-là de production. Les autres options qui sont envisagées pour ce projet-là, évidemment, je parlais tout à l'heure des collectivités. Le but pour nous, c'est de les inclure un maximum pour pouvoir aussi faire profiter de cette production d'hydrogène, des collectivités qui voudraient équiper des BOM, des bus, par exemple. Donc on reste sur la mobilité lourde, évidemment. Et puis les logisticiens qui gravitent autour de cette usine-là. C'est un des axes pour massifier la production d'hydrogène. Aujourd'hui, c'est moins avancé évidemment que cette partie industrielle. Et un autre enjeu pour nous, c'est de travailler sur la méthanation. Parce qu'en fait là, par le concept dont je viens de vous parler, on arrive à baisser des émissions de CO2, il va en rester. L'idée, c'est de pouvoir capter ce CO2-là, le combiner avec de l'hydrogène et en refaire du gaz derrière pour vraiment diminuer le plus possible les émissions sur le site. La méthanation, peut-être que certains d'entre vous y travaillent déjà, mais c'est vrai que le cadre réglementaire est encore à construire. Tout n'est pas aussi mature dans cette filière que pour l'hydrogène renouvelable. Donc c'est encore un axe de travail pour la massification du projet. Et enfin, je voulais terminer sur les freins qu'on a pu rencontrer au développement de ce projet-là. Le premier, on parlait de massification juste avant. En fait, on a travaillé très étroitement avec GRT Gaz au commencement du projet pour injecter de l'hydrogène pur dans les réseaux. Il se trouve que ici, comme je le disais, on est quand même à l'extérieur de bassins hydrogène de production et de consommation qui ont pu être identifiés. Et donc, on n'aura pas de réseau 100% hydrogène pur à disposition pour l'injection de notre hydrogène. Au-delà de ça, les soutiens qui ont été mis en avant, notamment par les pouvoirs publics, alors là, plutôt au début, au lancement de la filière, je pense au plan gouvernemental en 2020, l'ADEME visait principalement surtout du coup des projets de substitution à un hydrogène carboné ou à d'autres types d'industries, l'usage combustion étant un peu mis de côté. Alors c'est vrai qu'il y a un fort intérêt à pouvoir décarboner de l'hydrogène gris, mais c'est dommage de mettre de côté aussi ces usages combustion, parce qu'on est capable d'adresser des industries qui aujourd'hui ne sont pas consommatrices d'hydrogène et, comme on a pu le voir, qui consomment du gaz naturel. Et c'est aussi une solution de décarbonation très importante. Pour finir, on parle, vous le savez, d'une aide aux OPEX qui viendrait de la part de l'État sous forme de complément de rémunération pour les producteurs d'hydrogène renouvelable. Ça n'est pas encore acté, c'est en discussion actuellement à l'échelle de la Commission européenne, mais on parle d'un seuil de 30 mégas de puissance d'électrolyse installée. Ça veut dire qu'on exclut aussi des petits projets, ou des projets plutôt à une échelle de territoire, du cadre du soutien de ce qui va pouvoir être proposé dans les prochains mois. Voilà, on arrive au terme de cette présentation. Merci beaucoup pour votre attention. S'il y a des questions, je les prends avec plaisir. Et n'hésitez pas à rester, puisqu'après, il y a une présentation de la région Grand Est qui vous donnera une échelle aussi plus macroscopique des enjeux dont on a pu discuter ensemble sur cet atelier. Y a-t-il des questions? Oui. Bonjour et merci. Une première question technique, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les adaptations à prévoir sur les infrastructures de combustion liées à l'incorporation de ces taux d'hydrogène? Et la deuxième question, c'est sur le modèle économique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus de la cible prix de l'hydrogène en euros du kilo qui deviendrait compétitive avec un gaz naturel, ou ce qui m'intéresse encore plus, un biométhane, puisque a priori vous l'avez étudié dans ce cas-là. Merci. Merci pour ces questions. Effectivement, donc pour répondre à la première interrogation, techniquement,
en fait, on vient substituer une partie du gaz naturel qui est utilisé pour la combustion, mais on ne va même pas réaliser un mélange entre les deux gaz. Donc, la combustion, ça se fait par un brûleur. Globalement, on injecte du gaz. L'idée, c'est de rajouter un brûleur et de faire la combustion au même endroit, mais du coup en s'affranchissant de cette étape de mélange aussi. Donc évidemment ça suppose des réglages en termes de PCI, de gaz et de volume qui vont être apportés, mais techniquement il n'y a pas de grosses modifications de l'infrastructure. On n'est pas sur passer du tout gaz à tout électrique, et on arrive à pouvoir intégrer une solution de cette façon-là. Pour répondre à la deuxième question, effectivement, le but pour nous, c'est pas d'arriver à un niveau de gaz naturel, enfin, pas celui où il était avant la crise énergétique autour des 20 € du méga, parce que c'est pas possible. Il y a forcément un surcoût en passant par une solution hydrogène. Maintenant, l'idée, c'est de se rapprocher du niveau de prix d'un gaz biométhane, autour peut-être des 80 € du mégawattheure, pour arriver à être compétitif avec ce genre d'énergie. Voilà, de pouvoir arriver à faire un mix. Par contre, voilà, ce qui est certain, c'est que dans le schéma de l'industriel, il va y avoir forcément un surcoût sur la facture énergétique. Et même pour tout vous dire, en fait, initialement, quand on discutait avec l'industriel, pour lui, l'hydrogène, c'était une solution horizon 2030. Parce que tout ce contexte des matières premières énergétiques n'allait pas évoluer de cette façon. Évidemment, personne ne l'a vraiment prévu, mais ce qui fait considérer aujourd'hui vraiment l'hydrogène renouvelable comme une solution à court terme pour développer le projet. Donc là, la mise en place, elle est prévue pour fin 2025, début 2026. Donc beaucoup plus rapidement que ce qui a été envisagé initialement avec l'industriel. Une question au fond, monsieur. Monsieur voulait poser une question? Ah, on n'a plus de temps. Bonjour, c'est juste pour savoir s'il y avait un stockage ou c'était une consommation continue? Oui, c'est ça. En fait, il n'y a pas de stockage là sur le système. Ce que j'expliquais, c'est que du coup, on vient vraiment en complément du gaz naturel. Donc, on n'a pas besoin d'avoir un stockage qui soit important pour garantir un approvisionnement en continu. S'il y a un pic de consommation chez l'industriel, il pourra le faire en gaz naturel. Éventuellement, s'il vient y avoir un défaut sur la partie électrolyse, on a toujours cette solution de gaz naturel. Ce que je rappelais, c'est qu'on fonctionne sur 330 jours an. Donc en fait, ça laisse aussi le temps pour caler les périodes de maintenance sur les 30 jours d'arrêt qui restent dans l'année. Donc dans l'idée, voilà, on sera toujours en capacité d'apporter cette production-là. Et je crois qu'on est à court de temps. Je vous propose qu'on en discute juste après. Merci à vous pour votre attention.